Panel américain avec Catherine Loubier, Raphaël Jacob, Michel Cauger. On ajoute un quatrième invité ce soir, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, parce qu'on va consacrer une large partie du panel justement à cette visite, ce sommet en Chine. Donald Trump en arrive tout juste d'ailleurs. Il est probablement encore à bord de l'avion actuellement. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bon, on va commencer Bonsoir. avec M. Trump, qui s'est vanté, qui était triomphant aujourd'hui à bord de Air Force One et qui parlait vraiment de gros gains. On va l'écouter. We had a great stay. It was an amazing period of time. President Xi's an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals. Alors, tout est great, great, great avec M. Trump. Michel, à part des mots, est-ce qu'il y a du concret, là? Écoutez, M. Trump a dit on va vendre des Boeing à la Chine, 250 et peut-être encore plus si tout va bien. Le problème, c'est que ni les autorités chinoises ni la compagnie Boeing veulent confirmer ça. Alors, M. Trump, qui est un peu habitué à faire de l'hyperbole, l'a peut-être fait encore une autre fois. Mais c'est clair qu'il y a du commerce à faire entre les États-Unis et la Chine maintenant. Est-ce que ça rejoint les normes de M. Trump pour dire que c'est une extraordinaire affaire? Bien, on le verra quand Boeing nous dira s'ils ont vraiment vendu les appareils. On verra des contrats signés, là, ici. C'est le même monsieur qui nous disait l'armée iranienne, elle est finie, elle n'existe plus, elle n'est plus là. Et on a appris par le New York Times cette semaine qu'à peu près tous leurs lanceurs de missiles est encore en opération. Bon, bien, on va revenir justement sur le point de l'Iran dans un instant. Catherine, il y avait toute une délégation de gens d'affaires, des gens extrêmement riches, Elon Musk et autres. Ce qui vous a frappé, entre autres, c'est quand on parle de cette délégation, on regarde la photo, on regarde les images, c'est très masculin, hein? Oui, effectivement, c'est très masculin, surtout autour de la table, hein, la grande table où se faisait la négociation, même s'il n'y a pas des gains concrets, il faut dire. Cette table-là, il n'y a pas de femmes. Pourtant, il y avait la dirigeante de Citigroup qui était là, puis la dirigeante de Meta, qui est présidente et vice-présidente du conseil d'administration, donc qui n'était pas à la table. Et ça, c'est particulier parce que pour avoir fait une couple de ces sommets-là, bien sûr, Monica Crowley, la chef du protocole, a noté cela à M. Trump. Donc, il y avait vraiment un choix, je pense, délibéré de montrer le pouvoir masculin. Il aurait pu avoir d'autres femmes aussi sur la délégation. Les présidentes des deux bourses, hein, le New York Stock Exchange, le Nasdaq, ce sont des femmes. La présidente de Textron, la présidente d'Oracle, par exemple, la présidente et cofondatrice d'Anthropic aussi. Alors, oui, ça fait réagir beaucoup de monde. C'est décevant. Puis c'est un système qui est basé sur la méritocratie. Eh bien, c'est pas ce qu'on a vu là, dans cette table-là, qui était quand même la table des deux plus grandes économies au monde. Voilà. Raphaël, il faut parler de Taïwan, parce que ça a été très frappant pendant ce sommet qui était court, parce que le déplacement est très long, évidemment, pour se rendre en Chine, puis il y a tout le décalage horaire en plus, qui n'est pas en notre faveur, nous, les médias ici. Mais il y a eu cette mise en garde de la Chine aux États-Unis à l'endroit de Taïwan. Qu'est-ce que vous décodez de tout ça, vous? Que sans faire de parallèle trop simpliste, les Chinois sont en train d'envoyer un message qui n'est pas entièrement sans rappeler le message que les Russes ont tenté d'envoyer aux Américains pendant à peu près 20 ans. C'est-à-dire, mêlez-vous de vos affaires, arrêtez d'intervenir dans des régions de la planète qui ne sont pas les vôtres à la base. Un petit peu comme l'Ukraine, la Géorgie était une ligne rouge pour la Russie, Taïwan en est une pour la Chine. Avec le temps qu'on a, c'est important de quand même résumer que depuis 3/4 de siècle, la Chine continentale, évidemment, a des visées de reprendre Taïwan, que d'un point de vue stratégique, ça viendrait avec des risques monumentaux, à la fois d'un point de vue commercial, s'il y avait des représailles de l'Occident, et d'un point de vue militaire, lancer une attaque amphibienne contre une île qui est aussi fortifiée que Taïwan, c'est pas facile. Du côté taïwanais aussi, aller provoquer la Chine continentale, ça viendrait avec des risques qui sont aussi très considérables parce que Taïwan dépend cruellement de la Chine continentale, ne serait-ce que pour ses exportations. C'est à peu près le quart. On a environ une quinzaine seulement de pays dans le monde qui reconnaissent même, en date d'aujourd'hui, l'existence de l'État taïwanais. Donc, il n'y a pas d'intérêt de part et d'autre, et encore moins, en passant du côté américain, à aller déclencher un conflit qui est plus large. Donc, c'est un enjeu qui est perpétuellement périphérique, on en a reparlé cette fois-ci, mais on est essentiellement dans le maintien du statu quo, ce qui est essentiellement ce que les trois parties prenantes principales, Taïwan, la Chine continentale et les États-Unis, souhaitent. Monsieur Guy Saint-Jacques, on vous a invité ce soir parce que, en votre qualité d'ancien ambassadeur, vous connaissez intimement tous ces dossiers avec la Chine. Vous, qu'est-ce que vous retenez du sommet?
la bonne nouvelle, c'est qu'il ait eu lieu, puis que le statu quo soit maintenu. Puis en fait, c'est comme si le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de résultats, ça reflète le manque de préparation du côté américain. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint, c'est ce qui fait que c'est difficile de savoir exactement ce sur quoi les deux pays se sont entendus. Il y a eu un communiqué de part et d'autre, puis on regarde ça, puis on dit, bon, est-ce que c'était la même discussion à laquelle ils ont assisté? Bien sûr, du côté chinois, Taïwan est mentionné à 4 reprises. En ce qui concerne la relation commerciale, Xi Jinping a dit, ben oui, la Chine est déjà ouverte. Il y a déjà beaucoup de compagnies chinoises qui sont ici. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que Donald Trump, en tout cas en autant qu'on le sache, n'a fait aucune concession sur Taïwan parce que la crainte était qu'il allait faire des concessions pour pouvoir avoir un meilleur marché commercial. Donc, ce sont des résultats limités. Ça reflète le fait que Donald Trump ne lit pas ses briefings, ne consulte pas ses experts, se fie à son instinct, alors que les Chinois, eux, il faut que tout soit préprogrammé, préparé. Moi, je peux vous dire, quand on préparait les visites à haut niveau, c'était des mois de travail, de négociation, et de façon à ce que quand on arrive à la visite elle-même, tout est pré-cuit et on a un communiqué conjoint, on sait comment ça va se dérouler. C'est que dans ce cas-ci, bien sûr, les Chinois n'aiment pas l'improvisation. Puis je dirais, la dernière chose, c'est qu'ils ont réussi à manipuler Trump parce qu'ils ont mis beaucoup d'accent sur l'apparat, sur le fait qu'il puisse se sentir qu'il avait accès à des sites uniques, la visite au Temple du Ciel, puis aussi dans les jardins de Zhongnanhai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de leaders étrangers qui vont là. Ce sont les anciens jardins impériaux. Ils lui ont offert un banquet somptueux, puis parmi la musique qui a joué lors du banquet, il y avait des morceaux favoris de Donald Trump comme YMCA. Donc, tout était pensé pour lui en mettre plein la vue, pour lui faire plaisir, finalement. Mais si je reviens à Taïwan, parce que vous en avez souvent parlé avec nous lors des entrevues de ce dossier-là, qui est très difficile. Les États-Unis, ils ont besoin de Taïwan. Il y a toute cette question des microprocesseurs qui est derrière ça. Donc, ils veulent ménager leur relation avec la Chine. Ils ont besoin de la Chine, mais ils veulent aussi garder ce lien privilégié avec Taïwan. Vous avez tout à fait raison. Puis en fait, si Taïwan devait tomber, c'est l'économie américaine, puis en fait toute l'économie mondiale qui souffrirait parce que 90% des microprocesseurs de haute qualité sont fabriqués à Taïwan. On sait que la grande compagnie TSMC a promis des investissements considérables aux États-Unis, mais ça va prendre très longtemps avant qu'il y ait une production. Et la production qui va être faite aux États-Unis ne sera jamais suffisante. Puis d'autre part, il y a une loi du Congrès qui force les États-Unis à fournir de l'aide militaire à la Chine. Là, ce qui reste à savoir, c'est si le contrat de 14 milliards de dollars va aller de l'avant. Là-dessus aussi, lorsqu'il y avait eu des manœuvres militaires à la fin de l'année dernière, les médias chinois avaient dit que peut-être qu'il faudrait intercepter les bateaux américains qui emmèneraient cette aide-là. Et ça, bien sûr, ça pourrait créer des tensions, mais en fait, pour tous les pays occidentaux, si on croit en la démocratie, il faut continuer d'encourager Taïwan et dire à la Chine qu'il est important de respecter le statu quo. C'est un peu ce que Raphaël disait. Hein? Raphaël, maintenir tout le monde dans ses positions, là, on laisse ça tel quel, puis on essaie de ne pas créer de friction. Catherine, est-ce que vous aviez des attentes dans le dossier de l'Iran? Parce que quand on regardait la grande liste des sujets auxquels on s'attendait dans les discussions entre Trump et le président chinois, il y avait aussi l'Iran. Oui, il y avait l'Iran. Puis je pense que sur l'Iran, il y a, selon Trump, là, le président chinois se serait commis pour ne plus envoyer d'armes. Bon, on verra. C'est pas un régime qui est toujours fiable. Mais sur le pétrole, je pense qu'il y a eu une fin de non-recevoir. En fait, il veut continuer avec la Chine à s'approvisionner de l'Iran. Mais ce qui est aussi le point central, sur le nucléaire, c'est une chose de dire que les deux souhaiteraient que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. C'en est une autre d'avoir du président chinois des actions concrètes, ce qui serait vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas le cas maintenant. Puis finalement, pour le détroit d'Ormuz, en fait,
il n'y a pas eu de grandes conclusions là, à la sortie de cette rencontre-là. Et ça demeure un corridor de commerce qui est extrêmement important, qui est toujours fermé à l'exception de quelques navires. Et ça continue de faire mal à l'économie, au premier chef, l'énergie. Donc, je pense que Donald Trump a cherché peut-être à venir rétablir ou stabiliser la relation avec la Chine, mais c'est clair que la Chine domine dans plusieurs des domaines, par exemple sur les questions de technologie, d'intelligence artificielle, puis même d'agriculture. Il n'est pas ressorti de là avec des gains. Ce n'est pas tout à fait une démonstration de force. Ben, enfin, il dit qu'il a gagné un ami. Hein? C'est toujours ça. Mais quand il revient maintenant, alors Michel, retour à la maison pour Donald Trump maintenant. Il va falloir qu'il affronte encore la presse, il va falloir qu'il revienne sur son voyage, mais il va falloir aussi qu'il affronte la réalité économique de son pays. L'inflation qui a encore monté, le prix du pétrole qui a encore bondi, les marchés qui ont encore chuté. Ça va pas très bien, là. Ça va pas bien du tout. Et malgré tout, même si on n'en a pas parlé beaucoup, il espérait que la Chine pourrait faire pression sur l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. À un moment donné, il a dit « Ah, ils vont venir nous aider », mais de toute évidence, c'est pas ce que la partie chinoise avait compris. Et le problème réel de M. Trump, c'est l'inflation, le prix du gallon d'essence et un marasme économique qui s'installe aux États-Unis. Et on arrive bientôt, dans quand même pas trop longtemps, aux élections de mi-mandat. Et ça, c'est très important pour M. Trump. S'il devait perdre le contrôle de la Chambre des représentants, ce serait vraiment pas amusant pour lui, pour le reste de son mandat. Alors, juste aller en Chine 48 heures, espérer qu'on va avoir de grandes réalisations et espérer qu'on peut intéresser les Chinois à venir faire le travail dans le golfe d'Ormuz, au moins de convaincre les Iraniens. C'était peut-être demander trop pour une si brève visite. Mais pourtant, il a eu cette phrase qui a étonné bien des gens. On va l'écouter. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. Bon, bien, écoutez, moi, elle m'a surprise personnellement, cette sortie-là. Raphaël, j'aimerais vous entendre parce qu'il dit finalement, c'est pas la pression financière qui pèse sur les Américains qu'il a en tête là, quand ils pensent au conflit en Iran, ils pensent au nucléaire, tout ça. Mais quand vous êtes l'Américain qui vit avec les conséquences de la hausse du coût de la vie, puis tous les facteurs dont on a parlé un petit peu plus tôt, on reçoit ça comment? Mal. Le taux d'approbation de M. Trump a chuté dans les derniers jours à un plancher qu'on n'avait jamais observé depuis le début de son premier mandat en 2007 à 30 Michel parlait il y a un instant des élections de mi-mandat. Ça demeure l'enjeu numéro un. Évidemment que ce n'est pas gagnant pour lui. Dans les derniers jours également, dans des États cruciaux du Midwest américain comme le Michigan et l'Ohio, on a atteint des niveaux records pour ce qui est du prix à payer à la pompe. Et un point additionnel sur la Chine pour un petit peu rebondir sur ce que Catherine mentionnait, le fait que les Chinois ont un rapport de force qui est plus intéressant que jadis. Vous savez, il y a un leader politique célèbre occidental, jusqu'à la limite, qui disait il y a quelques années que la Chine était un géant qui dormait et qu'on était mieux de ne pas le réveiller parce qu'autrement, ce serait le monde entier qui serait secoué. Je vous laisse deviner qui était ce leader occidental, nul autre que Napoléon. Ça fait 200 ans. Les Américains n'ont pas appris de cette leçon-là qui était très, très sage parce que la raison pour laquelle les Chinois ont ce rapport de force-là depuis les dernières décennies, c'est que les Américains, plus que n'importe quel autre pays, ont tout fait pour activement, disons, mettre en vigueur l'économie chinoise. Ça leur donne un rapport de force à la fois économique et militaire qui était impensable il y a à peine 40 ou 50 ans. Bien, comparons justement la Chine et les États-Unis à ce niveau-là. Puisqu'on a M. Saint-Jacques avec nous, on va en profiter. M. Saint-Jacques, alors on voit les conditions sont très difficiles pour Donald Trump à son retour à la maison. En Chine, comment ça va? Est-ce que ça va bien, l'économie? Comment ça se passe? Bien, l'économie, officiellement, a cru de 5 l'an passé. Cette année, l'objectif, c'était d'une croissance entre 4,5 et 5 au premier trimestre, la croissance a effectivement été de 5 Ce qui a sauvé la Chine, c'est la croissance des exportations, qui se sont accrues de 15 au mois d'avril par rapport à l'année précédente. Le secteur immobilier, la situation est encore morose, les prix continuent à baisser. Ça représentait, quand j'étais là, il y a une dizaine d'années, ça représentait 25 du PIB.
L'autre grand problème, c'est le chômage chez les jeunes qui continue d'augmenter, qui résulte dans ce phénomène où des jeunes décident de s'allonger. Ils se trouvent un petit boulot parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas capables d'avoir suffisamment d'argent pour s'acheter un véhicule ou un appartement. Et tout ça, ça inquiète le régime. Mais il faut dire aussi que la Chine, comme l'expliquait tantôt M. Jacob, Donald Trump ne comprend pas que la Chine est devenue un pays très moderne, qui est en avance dans beaucoup de secteurs sur nous. Ils ont plus de 30 000 km de train à haute vitesse. Ils ont mis l'accent pour électrifier leur économie. Ils ont maintenant plus de capacités installées pour produire de l'électricité à partir de ressources renouvelables comme l'éolien et le solaire, même si le charbon continue de dominer la production. Et pour la première fois, en avril, ils ont exporté plus de véhicules électriques que de véhicules à essence. C'est tout ça pour dire que dans bien des domaines, on est au point où on peut apprendre de la Chine. Puis il ne faut pas oublier aussi que la Chine essaie de découpler son économie et de réduire les vulnérabilités qu'elle a. Puis l'arme ultime dont il dispose et c'est ça qui a fait reculer Donald Trump l'an passé lorsqu'il avait appliqué ses tarifs, ce sont les terres rares qui sont utilisées pour fabriquer des aimants. Ils sont capables de les retenir en disant je vais prendre mon temps avant de les exporter vers les États-Unis. Là. Et puis, dans la visite qui vient de se terminer, il n'y a rien qui indique qu'ils vont relaxer les contrôles sur l'exportation de minéraux critiques et de terres rares. Moi, je lisais le quotidien du peuple et il y avait beaucoup de satisfaction sur la visite où on disait que si clairement avait eu le dessus sur Trump et que ça confirmait que maintenant Trump, que si est l'égal de Trump. Ce qui est intéressant aussi, c'est les Chinois sont passés maîtres dans l'art des formules choc. Puis là, ils ont inventé un nouveau terme pour parler pour décrire la relation entre la Chine et les États-Unis comme une relation constructive de stabilité stratégique. Et ce qu'ils voient dans ça, c'est qu'il faut coopérer. Xi a dit, nous sommes partenaires, nous ne sommes pas rivaux. Et il faut qu'il y ait de la compétition, mais il faut qu'il y ait des balises claires pour encadrer cette compétition-là. C'est qu'il faudra voir à l'avenir comment tout ça va s'organiser. Puis ils se sont entendus sur la création de 2 commissions, une commission du commerce, une commission sur l'investissement. Mais je dirais là-dessus que ces mécanismes-là existaient déjà à l'époque d'Obama et qui a tout été en place pour régler les conflits. C'est Donald Trump qui avait aboli tout ça. C'est un retour... L'ironie, hein? L'ironie. Et tout revient maintenant avec M. Trump, qui n'a pas permis donc à son pays de sortir victorieux, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, de ce rapport de force. Un dernier mot sur l'Iran, c'est important parce qu'on est toujours empêtré là, avec le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Michel, vous avez fait référence à cet article du New York Times tantôt. New York Times qui dit, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, là, qui prétend, lui, que l'armée iranienne a été anéantie, qui dit que les capacités de se défendre de l'Iran sont encore très, très présente. 30 des 33 sites de missiles le long du détroit d'Ormuz sont tout à fait fonctionnels. 70 des lanceurs mobiles fonctionnent. 70 de l'arsenal de missiles aussi. Bref, on comprend que la guerre, elle pourrait durer encore longtemps. La guerre pourrait durer longtemps, ou au moins le blocage du détroit qui, actuellement, sert les intérêts de l'Iran. Mais ce qui est un peu incroyable, c'est que M. Trump, encore une fois, a réussi à dire et à se vanter d'avoir annihiler l'armée iranienne. La marine n'existe plus non plus. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut encore longtemps faire confiance à quelqu'un qui ment aussi effrontément tout le temps? Et ça, c'est un problème. Et on s'en va dans une campagne électorale qui est cruciale pour lui. Et s'il continue à mentir comme ça tous les matins, ça va être un gros problème aux urnes, ça. Ouais. Catherine, je vais vous laisser le mot de la fin. Il nous reste moins d'1 minute. Il voit ça comment? Vous êtes aux États-Unis, vous, la perception, là, ce conflit-là qui dure toujours? Bien, je vous amènerai, ça me donne l'occasion de parler d'un sondage Harris qui s'est déroulé le 23 avril. Moins d'1 minute, oui. Oui, moins d'1 minute. Quand on demande aux Américains qui est le meilleur parti pour la gestion de l'économie, 53 disent les républicains contre 47
pour les démocrates. Et puis, ils sont nostalgiques aussi quand on leur dit quand est-ce que ça a été bien aux États-Unis, l'économie. C'est plus de 50 qui disent en 2020, quand Donald Trump était président. Donc, il y a quelque chose là quand même si le coût de la vie, c'est une situation catastrophique pour plusieurs Américains. Bon, alors vous dites, on n'est peut-être pas rendu encore au bout de la corde, de l'endurance de la population face à Donald Trump. De manière surprenante, apparemment pas sur ces deux questions-là. Bon, alors il reste avec cette capacité de rebondir qui est toujours extraordinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce panel et particulièrement M. Saint-Jacques d'avoir eu votre regard d'ancien ambassadeur canadien en Chine parce que c'est très complexe, encore un endroit qui nous semble loin encore avec ses codes un peu mystérieux. Donc d'avoir apporté de l'éclairage sur tout ça. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation.